Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique 2G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la rubrique culte, et un épisode de la rubrique culte qui vient clôturer, on va dire, une semaine thématique du côté de la chaîne La Rubrique 2G. Lundi, je vous ai fait une première vidéo pour qu'est-ce qui, selon moi, fait un bon event. Les cases qu'il faut savoir cocher du côté de chez Marvel pour conquérir mon petit cœur de fanboy, pour que cet event puisse éventuellement me plaire et peut-être même marquer l'histoire. Mais c'est jamais que selon mes goûts. Et puis cette vidéo, c'était tout simplement le point de départ, l'occasion de pouvoir évoquer ensemble dans les commentaires ce qui fait un bon event, et puis aussi pour commencer à amorcer un petit peu la discussion pour savoir quels sont selon vous vos events préférés. C'était très enrichissant d'ailleurs dans les commentaires parce que j'ai vraiment remarqué que ça tournait vraiment autour de la période House of M, Civil War, Secret Invasion. Il y avait quand même beaucoup de réponses qui tournaient autour de cette période-là. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était pour moi vraiment une période richissime du côté de chez Marvel, et je constate que ça a marqué quand même énormément de lecteurs. Alors, je ne doute absolument pas que la moyenne d'âge des gens qui regardent en fait souvent mes vidéos coïncide aussi avec ces choix particuliers. Néanmoins, il n'y en a pas beaucoup qui ont cité Dark Web. Hein. Hasard, me direz-vous? Non, je ne crois pas. Et donc, ça a été aussi l'occasion pour moi, mercredi, de tout simplement vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon event préféré, Civil War. Alors évidemment, l'idée, c'était pas d'évoquer ça dans les grandes largeurs, j'ai essayé d'être le plus succinct possible, et de vous expliquer pourquoi Civil War est pour moi mon event préféré. J'allais pas dire l'event ultime, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément toujours très bien réussies à l'intérieur, selon mes propres goûts, mais d'une manière générale, c'est un souvenir mémorable et j'ai passé un moment de lecteur absolument fantastique en suivant Civil War. Et je trouvais hyper intéressant en fait comme idée de pouvoir clôturer cette semaine thématique. Je trouve que c'est extrêmement pompeux le terme de j'ai fait une semaine thématique. Mais ça me fait rire. On fait des semaines thématiques maintenant. C'est la dernière. J'ai pas prévu d'autres semaines thématiques. Mais je trouvais ça hyper intéressant en fait de terminer avec un épisode qui permet d'évoquer en fait les conséquences de Civil War. Une des conséquences de Civil War, et c'est évidemment entre Thor et Iron Man. Alors il faut que je vous plante un tout petit peu le décor, parce qu'aujourd'hui je vous parle simplement d'un épisode, et même pas de la totalité de cet épisode, mais bien simplement de la rencontre entre Thor et Iron Man après Civil War. Il y a déjà pas mal de temps de ça, je vous ai fait une vidéo pour vous parler de Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, c'est un événement qui a eu lieu avant Avengers Disassembled, et c'était tout simplement la fin de Thor, la fin d'Asgard, la fin de tous ces dieux, c'était le Ragnarok. Tout le monde a disparu, tout a été englouti, Thor et tous les dieux étaient morts, c'était la fin. Mais étant donné que le Ragnarok n'est jamais qu'une boucle, ce qui nous arrange bien quand même du côté de chez Marvel, parce que on n'allait pas rester non plus 5 ans sans Thor, enfin il est resté quand même, ça a duré quand même quelques années où Thor n'était pas là. Thor est revenu. Après Civil War, bien évidemment. Et quand Thor est revenu, c'est John Michael Straczynski qui a récupéré la série, un auteur que je ne présente plus, qui a travaillé sur Spider-Man, etc., sur les FF, un monstre, un monsieur, j'adore tout particulièrement son écriture. La légende dit qu'il a peut-être de temps en temps un peu de mal à finir ses runs, mais moi je le trouve absolument fantastique. Et puis surtout, il est revenu pour faire revenir Thor à un moment extrêmement important de l'univers Marvel, et il était accompagné par un dessinateur totalement génial, qui représente pour moi vraiment Thor sur les 20 dernières années. C'est peut-être le dessinateur le plus emblématique de Thor, selon mes goûts. Et il est français, Olivier Coipel. Et l'association des deux était absolument géniale. Et donc au tout début du run de Straczynski, on a Thor qui revient à la vie, mais qui est tout seul. Je vous la fais dans une version quand même un petit peu cryptique. Et il commence par faire revenir Asgard, mais Asgard n'est plus là où elle était, c'est simplement un énorme rocher flottant au-dessus de l'Oklahoma, si je dis pas de bêtises, au-dessus d'un champ de l'Oklahoma, et c'est simplement Asgard, c'est simplement le château perché au-dessus de ce rocher flottant. Et donc, dès le troisième épisode, de toute façon, dès le premier, on va se poser vite une question, c'est qu'on est post-Civil War, et donc la loi de recensement des super-héros
a été voté, Iron Man avait évidemment gagné, il est le chef incontesté du Shield, enfin voilà, il roule des mécaniques comme c'est pas permis, Iron Man, quoi. Iron Man dans toute sa splendeur. Et tu te doutes bien que Iron Man, le gouvernement des États-Unis, ne voit pas forcément d'un très bon œil le retour d'un dieu nordique avec Asgard sur son propre territoire. Et donc ça va créer, dans ce troisième épisode paru en novembre 2007, une rencontre absolument incroyable. D'autant plus qu'il y a un léger contentieux quand même entre les deux, tout simplement parce que euh, Thor n'était pas là au moment des événements de Civil War, ce qui est extrêmement important. Iron Man a eu une attitude absolument dégueulasse, hein, une attitude vraiment de connard. Il est quand même, on peut le dire, d'une certaine manière complètement responsable de la mort de plusieurs héros, dont Captain America. Et puis surtout, il y a énormément de héros qui sont devenus j'allais dire des délinquants, mais en tout cas des fugitifs, des délinquants aux yeux de l'État, mais des fugitifs qui sont obligés de vivre complètement cachés à la fois de leur famille, du gouvernement, du Shield, et qui essayent malgré tout de continuer à avoir une activité super-héroïque. Et puis le truc qui ne passe pas du tout en fait dans l'esprit de Thor, c'est que pendant son absence, on a appris que Iron Man, si je dis pas de bêtises, c'était bien lui, avait récupéré par le passé une de ses mèches de cheveux et il avait créé un clone, moitié cyborg de Thor pour pouvoir l'avoir de son côté pendant la bataille de la Civil War. Et donc tu te doutes qu'il y a quand même de grandes chances que Thor, Odinson, soit relativement chafouin à l'idée que Tony Stark ait trahi ses amis et joué avec le code génétique de Thor. Oh oui, oui, il va être chafouin, le dieu du tonnerre. Et donc dans ce troisième épisode, on suit Thor qui continue en fait à parcourir un petit peu le monde et notamment les USA à la recherche de dieux qui auraient pu se réincarner à l'intérieur de corps humains. Et à un moment donné, on a Tony Stark en armure d'Iron Man qui arrive avec vraiment cette espèce de côté imposant, cette espèce d'aura de directeur du Shield, quasiment chef des États-Unis, on est quasiment sur ça, et qui arrive et qui vient expliquer à Thor qui ne bouge pas, qui reste complètement immobile, un flegme, j'allais dire, olympien, asgardien pour le coup, et qu'il écoute tout simplement déblatérer en fait son discours, qui vient tout simplement lui dire il va falloir que tu te recenses, si tu veux pouvoir rester sur ce territoire, il va tout simplement falloir que tu puisses travailler avec le gouvernement, tu auras une plaque, tu auras ci, tu auras ça, et on se rend compte en fait que Thor, c'est là où la narration est absolument géniale de Straczynski et le travail de Coppel, il est immobile, il ne le bouge pas. Il l'écoute simplement en fait déblatérer en fait son discours, et à un moment donné, quand il a fini de faire son petit discours, c'est à lui de répondre, et il répond comme le dieu du tonnerre, et sa furie, sa colère explose littéralement, et en deux coups de marteau et un coup de tonnerre, il réduit à néant l'armure d'Iron Man, et il lui fait mesurer à Tony Stark la différence qu'il y a entre un homme, malgré qu'il soit directeur du Shield, et un dieu du tonnerre. La différence est gigantesque, et en deux coups de marteau, un coup de tonnerre, il vient tout simplement de lui rappeler. Et tout en lui promettant en plus que cette discussion n'est pas terminée, que là tout de suite, Thor, il n'a pas le temps, il doit retrouver les autres dieux, mais qu'à un moment ou un autre, cette discussion reprendra, et ça risque de tourner au vinaigre pour Tony Stark. Là où c'est génial, c'est que c'est fait en quelques pages, et c'est vraiment Straczynski et Coppel qui jouent en fait sur des échelles de puissance. C'est-à-dire que de la manière dont Iron Man il arrive, tout de suite il en impose. Grosse armure rutilante, gros discours bien appuyé, extrêmement badass. Et en même temps, en face de lui, il a une espèce de force tranquille, une force immobile qui l'écoute d'une manière extrêmement froide. Et sans même bouger à ce moment-là, Coppel, il réussit à faire transpirer de ses cases toute cette puissance et toute cette colère contenue en fait dans le dieu du tonnerre. Et au moment où elle éclate cette colère, Tony Stark se rend compte en fait de la connerie qu'il vient de faire et de l'écart qu'il y a entre lui et un dieu, mais le lecteur aussi s'en rend compte. Et donc ça permet de réinstaller Thor dans un rôle dans une figure véritablement de dieu.
il n'est pas l'égal des autres Avengers sur le plan de la puissance. C'est autre chose. C'est pas un Captain America, c'est pas un Tony Stark, c'est pas tout ce que vous voulez. Il est Thor, le dieu du tonnerre. Et cette espèce de manière à la fois d'écraser comme un insecte Tony Stark tout en se montrant magnanime, parce qu'il ne le tue pas, il ne le blesse pas spécialement, et ben ça montre vraiment à la fois l'extrême puissance du personnage et sa mansuétude. Mais quelle classe! Mais je vous jure, ce run, il est absolument génial. La fin est un petit peu... on sent que Straczynski il a un peu de mal à finir son histoire. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ou si c'est avec Coipel qu'il avait galéré. Il faut absolument que je le relise en entier parce que je l'ai adoré. Et notamment sa conclusion où ça se termine avec un event, siège, et la conclusion elle est aussi extrêmement forte, extrêmement badass, mais moi c'est vraiment un souvenir de lecteur absolument mémorable, cette capacité à jouer en fait avec les échelles de puissance, et comme j'ai pu le dire aussi dans une autre vidéo, le fait de savoir aussi jouer avec le silence de ces personnages, je crois que c'est avec Daredevil que j'en avais parlé, et là le silence de Thor, quand Tony Stark essaye d'imposer son discours, est vraiment d'une puissance mais totalement dingue. Et ça se joue par le silence bien évidemment, mais tout par les angles de caméra, les postures, tous les dessins de Coipel qui sont absolument merveilleux. Tout ça c'est réédité en je sais pas combien de collections, c'est hyper facile à trouver, vous pouvez le retrouver, moi j'ai gardé en fait... ils n'y voyaient pas un truc, oulala, les kiosques, c'était mieux avant. Non, moi je continue à voir ça en fait en kiosque, c'est disponible en deluxe, je crois que c'est disponible en must-have, dans la collection à petit prix, les grandes sagas. Enfin vraiment, vous pouvez retrouver le début de cette série pour pas trop cher. J'ai pas tellement fait de recherche pour voir si la suite était disponible, mais très honnêtement, c'est encore facilement trouvable. Et si vous l'avez pas déjà lu, je vous invite véritablement à le faire, parce qu'on ça peut être, si vous êtes un habitué de Thor et que vous l'avez jamais lu, vous allez surkiffer. Il y a quand même de grandes chances que vous passiez un énorme moment. Si c'est la première fois que vous allez lire un bouquin de Thor, ça peut être vraiment votre premier comics. On est sur un retour, il y a un numéro 1, etc. etc. Le statu quo est facilement compréhensible et vous allez surtout voir Thor qui va continuer à essayer de rebâtir cet Asgard avec Loki, etc. etc. Tous les éléments en fait du mythe asgardien sont en place. C'est vraiment un run que je trouve génial. Comme je vous ai dit, dans mes souvenirs, ça mérite quand même que je le relise parce que la fin, dans mes souvenirs, elle part un tout petit peu en brioche. On a une petite baisse de qualité, mais Siège est malgré tout très bon. Ça reste des événements, une série, un run qui s'inscrit dans une période de Marvel qui était vraiment géniale. C'est la fin de cette vidéo. Si vous n'avez jamais lu, alors là, évidemment, je me rends compte qu'il y a un Hulk de Gary Frank sur la couverture. Mais si vous n'avez jamais lu ces épisodes-là, je vous invite vraiment à le faire. Si vous les avez lus, et peu importe ce que vous en pensiez, je vous invite à me retrouver en commentaire pour me donner votre avis sur cet épisode en particulier. Et puis d'une manière générale sur le run de Straczynski et Coipel sur Thor. C'était vraiment un kiff de vous faire cette petite semaine-là. N'hésitez pas pareil à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En toute honnêteté, je ne pense pas que ça arrivera, ça peut arriver de nouveau une espèce de semaine thématique comme ça, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive dans l'immédiat, parce que j'ai vraiment profité en fait de l'été, du temps que j'avais un petit peu à disposition pour faire ces vidéos petit à petit, pouvoir étaler un tout petit peu le travail, essayer de condenser tout ça sur une semaine pour essayer de vous faire kiffer. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne Les Rubriques de G, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux comics. Salut!